Dans l'art contemporain, les transgressions, les passages, les combinaisons ne se comptent plus. Cet art se caractérise par un questionnement des limites, un refus radical de la spécificité ou de la pureté des arts. Dans ces zones de contact et de défi, d'enchevêtrement ou de confrontation, dans ces rapports qui se nouent, c'est une esthétique de la rencontre qui semble prendre corps. Penser la rencontre en art, c'est envisager l'infini des possibles dans le mouvement permanent de l'imprévisible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, et si je vous parle de philosophie de l'art, de recherche en esthétique, de sciences de l'art, d'enseignement et critique d'art, de celui qui a formé la plupart des artistes des Antilles, celui qui a beaucoup écrit sur les artistes caribéens, il est aussi commissaire d'exposition, il est une des références pour l'art contemporain de la Caraïbe. Vous aurez deviné, il s'agit de Dominique Berthet. Dominique, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans notre émission. merci beaucoup. Nous Merci sommes de l'invitation. ravis de vous recevoir. Alors, on va parler de votre tout dernier ouvrage qui vient de sortir, L'imprévisible rencontre, l'autre, le lieu, l'art. C'est votre 14e ouvrage. Oui, Vous avez publié beaucoup d'essais sur le thème relatif à l'art. L'art, c'est votre passion, je dirais presque que c'est votre raison d'être. Vous avez créé, vous concevez et vous publiez une revue, la revue Recherche en esthétique, dont vient de sortir le 30e numéro. tout à fait. Un numéro par an depuis 30 ans, c'est quand même assez exceptionnel, cette régularité dans la production écrite sur l'art de notre région. Vous contribuez vraiment à faire connaître, à apporter une vraie connaissance de ces artistes. Par ailleurs, vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Vous êtes docteur en esthétique et sciences de l'art, on va y revenir, docteur en philosophie, fondateur du CEREAP, qui est le Centre d'études et de recherche en esthétique et en arts plastiques. Vous êtes membre de l'AICA France, qui est l'Association internationale des critiques d'art, bref, une référence dans le monde de l'art contemporain. Vous êtes aussi co-éditeur de la collection, co-directeur, pardon, de la collection Les Arts d'ailleurs aux éditions L'Harmattan. Et vous êtes évidemment l'auteur de très nombreux articles, ouvrages dans les revues spécialisées dans les ouvrages sur l'art contemporain. Alors, tout d'abord, j'ai envie que vous nous expliquiez, parce que ce n'est pas commun d'avoir un docteur en esthétique des sciences de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un docteur en esthétique des sciences de l'art? Alors, c'est une personne qui a passé et soutenu une thèse de doctorat. Et pour ce qui est de la discipline esthétique et sciences de l'art, c'est une discipline extrêmement large qui, sous cette appellation, permet de rassembler des spécialistes de tous les domaines artistiques, pouvant aller jusqu'à la photographie, le cinéma, l'architecture, les arts plastiques, les arts visuels, etc. Et sciences de l'art, cela signifie eh bien une approche théorique de ces productions, ce qui est différent d'une autre approche qui est une approche pratique ou une approche poétique des productions artistiques. Et esthétique, eh bien, cela signifie tout simplement philosophie de l'art. C'est ça, c'est que vous m'aviez résumé. En fait, la philosophie de l'art, c'est, si vous deviez l'expliquer au Voilà. plus grand nombre. Alors, la philosophie de l'art, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse spécialement aux arts. Donc on dit pour simplifier les choses à l'art, mais voilà, la philosophie, il y a la philosophie politique, il y a la philosophie sociale, il y a toute forme de philosophie, et il y a la philosophie de l'art. D'accord, très bien. Alors, dans votre ouvrage sur l'imprévisible rencontre,
vous avez choisi donc ce thème de la rencontre à décliner sur toutes ses facettes et dans différents axes. En quoi le thème de la rencontre est-elle si important pour vous et pourquoi avoir choisi d'en faire un ouvrage aujourd'hui? Alors, je pense que cette question de la rencontre, elle est essentielle pour moi, mais je pense qu'elle est essentielle pour tout le monde. Absolument. Si l'on y prête attention, c'est une constance dans l'existence de chacun, que de prendre en considération, observer, tenir compte de choses, de moments, de personnes qui vont modifier le cours des choses Mmh. de notre existence pour, par concours de circonstances, nous orienter dans une direction qui n'était peut-être pas prévisible, d'où l'idée de l'imprévisible rencontre. C'est ça, effectivement, tout le monde est confronté à la rencontre de l'autre. On va le voir, à la rencontre des lieux, à la rencontre. La rencontre, en fait, elle fait partie presque de notre existence. Tout à fait. Et vous avez choisi, alors dans votre livre, vous décrivez qu'il y a plusieurs types de rencontres. En l'occurrence, vous vous intéressez particulièrement à un type de rencontre que vous appelez rencontre déterminante. C'est Est-ce ça, que vous pouvez nous en parler et développer? bien sûr. En fait, il y a de très nombreux cas de figure de rencontres. La rencontre fortuite ou la rencontre organisée, le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un, le fait de croiser quelqu'un en faisant ses courses, Mm. ça s'appelle aussi Une la rencontre. rencontre. Mais ce n'est pas ce type de rencontre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui bouleverse, c'est ce qui entraîne une véritable révolution dans l'existence, qui d'ailleurs peut se répéter plusieurs fois ou se reproduire Mhm. plusieurs fois. C'est-à-dire que par chance, parfois, on a plusieurs rencontres. Oui. Et ce sont ces rencontres déterminantes qui peuvent être aussi bien déterminantes dans le meilleur comme déterminantes dans le pire. Absolument. Et Alors, si on prend les rencontres positives qui ont marqué, que vous appelez rencontre attraction, magnétique ou encore rencontre fascination, donc ce sont les rencontres qui vont impacter de façon positive c'est l'existence ou le ça. flux, le fil conducteur d'une vie. Tout à fait, tout à fait. Et dont l'origine, c'est aussi bien la rencontre d'une personne que la rencontre d'un lieu, que la rencontre d'une œuvre. Et puis peut-être y a-t-il encore d'autres rencontres auxquelles je n'ai pas pensé. Mais voilà, ce sont effectivement des rencontres qui bouleversent quelque chose. Mhm. Et donc il y a aussi des rencontres chocs, que vous appelez rencontres chocs, se caractérisant par des aspects un peu plus négatifs ou violents. C'est ça. Rencontre catastrophe, comme vous dites. Mhm. Alors, effectivement, là, on a affaire à des choses tout aussi imprévisibles au départ, mais qui sont du domaine de la tragédie parfois, du domaine extrêmement douloureux. Le choc est bien de personnes, mais ça peut être aussi le choc de culture, de civilisation, De civilisation, de groupes population. humains, de groupes humains qui se rencontrent dans la confrontation. Absolument. Alors, vous donnez beaucoup de références, hein, que ce soit en termes d'auteurs ou en termes d'événements historiques, notamment avec ces rencontres chocs, puisque vous faites référence à la conquête, à la colonisation espagnole, ou encore au commerce triangulaire. Vous pouvez C'est un petit ça. peu développer Oui, cette tout à partie-là? fait. Alors, il y a 3 auteurs sur lesquels je m'appuie, c'est Carlos Fuentes, Octavio Paz et Édouard Édouard Glissant. Glissant, bien sûr, qui tous 3, dans des formules différentes et dans des approches différentes, en fait, observent, eh bien, ces rencontres chocs qui sont, dramatiques, heu et pourtant, de ces rencontres chocs naît quelque chose de nouveau. Mm. Alors, Paz et Fuentes parlent de Cortés avec ses navires qui arrivent sur les côtes du Mexique et qui, voilà, c'est l'origine eh bien, d'une sorte de génocide très très important, Dont, euh, dont sort dont autre va chose. naître un nouveau peuple, qui est le C'est ça. peuple mexicain d'aujourd'hui. Oui. Et puis, il y a la traite négrière avec effectivement eh bien,
chose abominable qui est la traversée dans les cales et dont ne survivront qu'une partie des captifs pour différentes raisons, mais parce qu'ils sont jetés par-dessus bord et c'est ce qui fait dire à Édouard Glissant en fait que l'Atlantique est tapissé de cadavres humains. Donc il y a ce choc-là, le choc de l'esclavage. Et arriver dans ces nouveaux territoires, ce qu'on appelle le Nouveau Monde, eh bien, cela donne lieu à l'improbable, c'est-à-dire la naissance de nouveaux peuples. C'est ça. Et ces rencontres catastrophes ou ces rencontres chaos eh bien, donnent lieu à des rencontres germes. C'est ça, c'est ce que vous appelez rencontre germe, Voilà, effectivement, dans votre ouvrage. Des rencontres d'où naissent autre chose, c'est ça, un autre peuple ou un autre absolument. débouche sur autre chose. Alors, vous faites beaucoup référence à de nombreux auteurs, mais aussi à des artistes, et notamment pour illustrer, ou en tout cas une forme de concrétisation de ces rencontres ou de cette traversée. Vous parlez vous citez plusieurs artistes. C'est ça. Alors j'espère que je ne vais pas en oublier, mais je fais référence à Gilles et Lydie Kozac, je fais référence à Bruno Pédurand, Richard Victor Saint-Silly-Cailleul, Laura Facet et Laurent Valère. Alors, en quoi ils s'inscrivent dans cette Eh bien, dans parce cette, que tous les dynamique 5, alors il y a donc des artistes martiniquais, guadeloupéens et jamaïcains. Tous les 5, en fait, abordent la question de la traversée comme un moment évidemment épouvantable, ce qui va de soi, mais chacun de manière extrêmement différente, avec chacun ses propres moyens, ses propres outils plastiques. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment ces 5 artistes envisagent cette question-là avec eh bien, des réalisations très très différentes les unes des autres. C'est ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre. Vous parlez aussi de l'histoire de Wilfred Olam, Oui, où vous démontrez l'importance structurante de la rencontre ou des rencontres qu'il a eues tout au long de sa vie. absolument. Racontez-nous un peu cette histoire, Alors, ce passage que vous décrivez si voilà, bien. tout à fait. Donc, bon, il est tout à fait normal, je dirais naturel, quand on habite dans la Caraïbe, de s'intéresser à Wilfred Olam, qui est Oui, une référence, parce que son parcours est un parcours qui est fait d'un grand nombre de rencontres et dont certaines d'entre elles furent vraiment déterminantes, pour le dire ainsi. D'abord, le fait de partir en Espagne pour poursuivre des études d'art, pour rencontrer l'art européen au Prado, considérant que ce n'était pas sa nourriture, mais c'était la nourriture des seigneurs, et lui il aspirait à une autre forme de nourriture, la guerre civile espagnole à laquelle il prend part dans les rangs des républicains, donc des forces progressistes. Le fait de rencontrer, après avoir été intoxiqué par des produits dans l'usine d'armement dans laquelle il travaillait, il rencontre durant son séjour dans un sanatorium, il rencontre Manolo, qui était un sculpteur ami de Pablo Picasso, qui lui fait une lettre de recommandation pour aller voir Pablo Picasso dans son atelier. oui. Il y rencontre Michel Léris, il y rencontre ensuite André Breton, Paul Éluard Tout un tas de et tant célébrités d'autres. aujourd'hui Voilà, et tant d'autres. qui ont marqué son existence et Absolument. qui ont permis en fait d'arriver à ce qu'il a fait de son art et de sa vie. Tout à fait. Et puis une autre rencontre déterminante, c'est lorsque, en 1941, avec André Breton, ils embarquent tous deux avec leur famille sur le capitaine Paul Lemerle,
Ils font escale en Martinique, Mmh. ils rencontrent Aimé Césaire, C'est une ça. rencontre supplémentaire qui sera Ouais, également déterminante, etc. et cetera. La vie de Wilfred Olam, c'est une vie qui est faite de rencontres fantastiques. De rencontres déterminantes C'est pour le coup et absolument. qui ont vraiment, marqué, son existence. Alors, il y a aussi, plein d'autres rencontres que vous développez dans l'ouvrage. Il y a la rencontre du lieu. Vous montrez Mhm. comment, la découverte, l'expérience de certains lieux peuvent être déterminants pour la suite et vous vous intéressez particulièrement à un lieu qui est l'île, l'insularité et montrer comment, c'est, heu, c'est spécifique, cette C'est partie. ça. Bon, nous vivons sur une île, comment ne pas s'intéresser à l'insularité? Mais c'est vrai que l'insularité, à la fois pour le continental et pour l'insulaire, renvoie à deux réalités différentes. Le continental a une vision très, très idyllique, très exotique de l'île. Pour l'insulaire, c'est une autre relation, c'est une relation bien plus réelle, bien plus pragmatique. Mais aussi, on sait que toutes les îles ne se ressemblent pas et toutes les îles n'ont pas la même relation au monde Mmh. en réalité, selon que l'on se trouve sur une île totalement perdue dans l'immensité ou dans un Un archipel. archipel. Et même si on se trouve dans un archipel, si c'est la Polynésie française par exemple, c'est un concept particulier de l'archipel. Donc, s'intéresser au lieu qu'est l'île, c'est tout un univers en réalité de questionnement et d'approche particuliers. C'est ça. Il y a aussi la rencontre, de l'art ou avec l'art, C'est ça. que vous aussi que vous décrivez, que vous développez. Oui, ça aussi c'est quelque chose qui peut être déterminant pour certaines personnes. Alors c'est évidemment déterminant pour l'artiste, parce que sa création, c'est sa raison d'être et d'exister, puisque la création est une nécessité pour l'artiste, mais j'ai le sentiment aussi que l'art est une nécessité pour tout un chacun. Absolument. Et donc on est tous susceptibles de rencontrer une œuvre d'art. Et dans ce cas, il y a trois cas de figure. Le choc esthétique, c'est-à-dire quelque chose de plaisant, tellement plaisant que ça en devient renversant Mmh. de plaisir. Il y a l'œuvre qui, au contraire, suscite en nous une forme de réaction négative, voire de répulsion. C'est aussi un choc Oui, esthétique. Et puis, il y a le troisième cas de figure qui est le plus horrible, c'est l'indifférence. où on ne ressent rien. On ne ressent rien, voilà, on voit, mais on ne retient pas l'existence de cette œuvre Mmh. quelques minutes après. Donc ça, c'est le pire qui puisse En exister. tout Mais en tout état de cause, que l'œuvre soit plaisante ou désagréable, il elle y a eu produit rencontre. quelque chose et il y a eu Il rencontre. y a eu rencontre, tout à Mm. fait. Alors pour conclure cette première partie, je voudrais citer, le passage que vous reprenez de Guillaume Apollinaire: «La surprise de la rencontre est parfois à l'origine de chocs esthétiques. Elle contribue au trouble de la rencontre. La surprise est un ressort de la rencontre». Absolument. Magnifique. Dominique, je vous propose de passer à notre, rubrique Face cachée, puisque D'accord. je souhaite que les téléspectateurs vous connaissent un peu mieux, sous une Ah, autre face. mhm. Alors Dominique, je sais que vous avez une passion que vous nourrissez depuis longtemps, qui est la passion des revues. Ah Alors oui, ça peut être des revues d'art, mais pas que. pas que. Est-ce que vous pouvez nous en parler, aussi et nous expliquer ce que la revue ou les revues, représentent pour vous? Pourquoi, qu'est-ce que vous y trouvez? Ah, ça remonte à mon adolescence, où, grâce à des enseignants de lettres,
j'ai découvert et pris goût à des mouvements littéraires, mouvements artistiques, euh, en particulier le surréalisme. Le surréalisme est un mouvement à la fois littéraire et artistique qui, je pense, a fasciné de nombreux adolescents, ce qui fut mon cas. Et il y a cette apologie de la jeunesse dans le surréalisme, avec toute cette dimension subversive, révolutionnaire, qui ne peut que séduire des jeunes dont je faisais partie. Et j'ai découvert donc très vite l'existence de revues surréalistes. Puis il y a un autre mouvement artistique qui a précédé le surréalisme, qui était le mouvement dadaïste. Le dadaïsme, Le ouais. dadaïsme, qui a produit de nombreux manifestes, des revues également. Et ce qui est intéressant à observer dans les revues, alors les revues liées à des mouvements artistiques et mouvements littéraires, c'est qu'en réalité, elles durent assez peu. Elles ont une durée de vie qui peut être de quelques mois, de quelques années tout au plus, parce que l'argent étant le nerf de la guerre, lorsqu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas publier. Pourtant, vous êtes à votre 30e numéro, 30e année de votre revue. Voilà. Revue Alors, on esthétique. pourra en dire deux mots, évidemment, avec grand plaisir. Et ces revues, en réalité, eh bien, par exemple, pour ce qui est des revues surréalistes, André Breton et Paul Éluard ont dû à plusieurs reprises vendre leur collection d'œuvres d'art pour financer les revues suivantes. Voilà, donc cette question de la durée, c'est quelque chose qui est assez caractéristique des revues et aussi des revues plus anciennes, parce que je me suis beaucoup intéressé aux revues à la fois littéraires, artistiques et politiques de la fin du XIXe siècle en France. Ce qui m'a permis d'observer que là aussi c'était un bouillonnement, absolument un foisonnement fantastique, mais que les revues, en fait, les revues, certains magazines politiques vivaient, vivotaient et disparaissaient pour réapparaître sous un nouveau titre avec les mêmes personnes, mais bon, voilà. Donc en fait, ce qui m'intéresse dans une revue, c'est à la fois le fait qu'elle soit un laboratoire de pensée, qu'elle corresponde à un temps, un lieu, un groupe de personnes, ce qui est extrêmement dynamique quand on pense une revue en termes de production intellectuelle. Parce que produire une revue, publier une revue, ce n'est pas la même chose comme rédiger un livre et publier un livre. On ne s'inscrit pas dans la même durée. D'abord, on ne s'inscrit pas dans la même dynamique, qui est une dynamique collective d'un côté et une dynamique solitaire de l'autre. Donc, voilà, je me suis beaucoup intéressé aux revues jusqu'à en créer une. C'est ça. La revue esthétique. Jusqu'à en créer une et voilà, dans un contexte particulier qui était le contexte de la Martinique, enfin Martinique et Guadeloupe. Et je vous avoue très honnêtement, très sincèrement, que lorsque j'ai publié le premier numéro, je ne pouvais pas imaginer que 30 ans que 30 ans plus tard, on en serait encore à travailler sur et travailler de plus en plus et d'arrache-pied à un projet, à une aventure, parce que c'est une aventure individuelle et collective. Puisqu'il y a de nombreuses contributions, voilà, contributeurs. Voilà, tout à fait. Et j'ai, dès le numéro 3, si mes souvenirs sont bons, sollicité des contributeurs étrangers aussi. Ce qui a permis d'assez rapidement d'étendre le rayonnement de cette revue sur l'ensemble de la Caraïbe, au-delà de la Caraïbe, et puis quasiment sur tous les continents. Alors, Dominique, j'ai envie que vous partagiez avec nous des ouvrages que vous avez choisis ou qui vous tient à cœur dans notre rubrique Coup de cœur. Dominique, vous
faites référence à de nombreux auteurs dans votre ouvrage qui laissent avoir le fait que vous soyez très intéressé par la littérature et que forcément on comprend que la littérature est au cœur de votre système de pensée. Vous avez choisi aujourd'hui un ouvrage à nous présenter, qui est celui de André Voilà, Breton, André Breton, L'amour L'amour fou, fou. dont vous faites d'ailleurs référence dans votre livre. Hein. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'amour fou, c'est une façon de... Vous allez forcément parler de rencontre. Oui, alors l'amour est une Et c'est une rencontre. rencontre. Est une rencontre, forcément. Et pas n'importe laquelle. Mais ce livre m'intéresse tout particulièrement. Et de toute manière, André Breton m'intéresse tout particulièrement parce que lui aussi, et lui d'abord, s'est beaucoup questionné et a beaucoup écrit sur la question de la rencontre. Mhm. Par exemple, cet ouvrage, L'amour fou, qui rassemble 7 textes, est un ouvrage dont les 5 premiers textes ont été publiés précisément dans des revues, indépendamment Oui. les uns des autres, et les 2 derniers textes ont été ajoutés. Donc, ce sont des textes qui datent des années 1930. Et en 1937 ou 1936, André Breton constate que plusieurs de ces textes pouvaient eh bien, s'associer, se combiner pour une réflexion sur la rencontre. Ce livre-là, L'amour fou, moi je l'intitule Le livre des rencontres. Oui. Parce que les 7 chapitres, ou plutôt 6 chapitres sur 7, sont des chapitres dans lesquels André Breton parle de rencontres, alors d'un être aimé, ou encore de trouvailles, ce qui est une forme de rencontre, la trouvaille d'objets, rencontre de lieux aussi. Et donc, ce livre-là, avec d'autres comme Nadja et Arcane 17, pour ne citer que, sont vraiment des ouvrages que je relis assez fréquemment, ou Oui. dans lesquels je reprends quelques paragraphes. Voilà, parce que, en plus, cette magnifique écriture d'André Breton, incomparable, est vraiment est un enchantement. Et ce que Breton dit de la rencontre, c'est extrêmement intéressant aussi. Écoutez, on va découvrir avec intérêt, une fois avoir lu, évidemment, pour les téléspectateurs, votre livre. Cette émission s'achève, Dominique. Merci beaucoup, Claire, pour cette invitation. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces thématiques essentielles. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que le thème de la rencontre n'a plus de mystère pour vous, même si, effectivement, l'imprévisible reste au cœur de ce sujet. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.